Bonsoir. Alors après l'amour, le travail. Et ça va être mon sujet. Du premier cri de notre naissance au dernier souffle de notre vie, nous sommes en mouvement. Notre corps se transforme, nos capacités cognitives évoluent en fonction de nos apprentissages, en fonction de nos expériences, en fonction de notre âge. Et notre paysage émotionnel se colore de toutes les relations, de toutes les rencontres, de tous ces liens que nous tissons entre nous. Et vous avez peut-être remarqué une chose, c'est que certains moments de notre vie sont plus sensibles que d'autres. Et d'ailleurs, parfois, ils portent un nom. L'adolescence, la vie de jeune adulte, la crise de la quarantaine, la ménopause. Je rappelle aux hommes dans cette salle qu'il existe aussi une andropause, la retraite, le grand âge. Nous vivons des transitions psychologiques, physiologiques, sociales, avec plus ou moins de bonheur. Mais à chaque étape, nous apprenons à faire autrement. Et à chaque étape, nous faisons avec. Donc la deuxième bonne nouvelle ce soir, c'est que nous sommes merveilleusement adaptables. Récemment, j'ai rencontré Elisa. Elisa, c'est un membre d'un comité de direction que j'accompagne dans une entreprise où on travaille une très grosse réorganisation. Et je demande des nouvelles du projet à Elisa. Et elle me dit « Waouh, fantastique! On a baissé de 17% notre taux d'impayé en 3 mois. C'est génial, mais alors, qu'est-ce que les gens sont réfractaires au changement ?» Elisa, comme le comité de direction, quand nous avons commencé ce travail, se posait beaucoup de questions. Comment allons-nous annoncer cette information de changement? Comment allons-nous travailler les interfaces, etc. Donc, comme eux, les collaborateurs ont besoin de temps. Du temps pour appréhender cette nouvelle situation et puis du temps pour changer leurs gestes professionnels. Et il est fort à parier que les plus performants sont peut-être les plus déstabilisés, les plus vulnérables dans le changement. Je me rappelle d'Elisa qui s'interrogeait sur les interfaces, sur la communication, et donc je lui pose cette question. Dis-moi, Elisa, qu'est-ce qui est le plus difficile pour ton équipe? Changer ses habitudes. Et là, Elisa, elle a 2 options. Elle peut choisir consciemment d'entrer en empathie avec son équipe par rapport à sa propre expérience du changement pour permettre aux personnes d'intégrer ces nouvelles conditions, donc les accompagner dans cette intégration. Soit elle reste connectée à sa colère, à son agacement, peut-être à sa peur aussi que ça ne marche pas. Et à ce moment-là, elle se coupe de toute capacité d'entendre les besoins humains derrière les tergiversations, les questionnements de l'équipe, les hésitations. Georges Kohlrieser, il appelle ça « orienter l'œil de l'esprit ». Kohlrieser, c'est un psychologue. Il a accompagné pendant un certain nombre d'années les forces de l'ordre à New York, notamment dans le cadre de prise d'otages, de forcenés avec qui il va falloir aller négocier. Donc Kohlrieser, dans les négociations, il s'est aperçu d'une chose extrêmement importante, c'est la manière dont je pose le regard sur la personne ou dont je pose le regard sur la situation qui va me donner plus ou moins de capacité d'action ou de capacité d'influence. Donc les leaders dans la transformation peuvent choisir d'orienter leur esprit vers l'empathie ou de rester dans la peur ou l'agacement. Et donc finalement, ce qui est peut-être difficile pour un leader, c'est qu'il est le premier à devoir changer et qu'il va devoir être aussi modélisant pour ses équipes. Alors, dans un premier temps, il va falloir apprendre à faire avec sa propre peur pour pouvoir aider les équipes à faire avec la leur. Et de quoi avons-nous peur finalement dans les moments de changement? De ce moment d'incertitude où il va falloir renoncer à ce qu'on sait qui ne marche plus pour aller vers quelque chose qui doit advenir, mais que nous avons peut-être pensé, mais que nous n'avons jamais expérimenté.
et on appelle ça la transition. Et pour pouvoir affronter ces moments de transition, eh bien finalement, ce qui va peut-être nous aider, c'est de mettre en récit la transformation, le changement, de mettre des mots qui vont permettre à chacun de comprendre pourquoi, comment nous devons aller vers un futur différent. Cette mise en récit, elle est difficile dans les organisations, simplement parce que la raison pour laquelle on change est souvent accrochée à des données économiques, des statistiques, des choses un peu froides, pas très incarnées. C'est souvent pensé par un petit groupe de personnes de manière confidentielle, parce qu'on ne peut pas raconter à tout le monde qu'on va changer tout de suite, hein, il faut en savoir un petit peu plus. Et du coup, ce discours sur le changement, il manque un peu de matière, de chair. Et quand un dirigeant décide de changer quelque chose dans son organisation, et qu'il ne se pose pas la question de ce qu'il faudrait changer dans l'organisation pour accepter ce changement, eh bien, il se trouve face à des collaborateurs qui se disent « Tiens, on est en train de faire du neuf, le changement, avec du vieux, sans changer les pratiques. » Et donc, ce qu'on a l'habitude d'appeler des collaborateurs réfractaires au changement, finalement, c'est des collaborateurs qui s'interrogent et qui se disent « Mais moi, je peux dire, je peux expliquer comment changer, comment faire évoluer le travail pour aller vers ce changement. » Donc des collaborateurs un peu dubitatifs par rapport à la problématique du changement. À ce stade-là, j'aimerais différencier pour vous deux termes qu'on utilise assez indifféremment dans le travail avec les organisations, le changement et la transformation. Et j'aime bien les différencier parce que ça nous permet de comprendre la mécanique qui est à l'œuvre dans le changement en organisation. Le changement, ça parle de la structure, c'est-à-dire de la stratégie, l'organigramme, l'organisation spatiale de l'entreprise, les machines, tout ce que vous pouvez imaginer, qui soit objectif et que l'on peut décrire. Ça, c'est le changement. La transformation, ça parle de la culture. La culture, c'est les savoir-faire, les savoir-être. C'est les valeurs, les croyances, les règles du jeu, explicites, implicites, qu'on utilise pour travailler ensemble. La coopération ou pas de coopération. La manière dont on fait le travail collectivement. La transformation parle de la culture. Et c'est intéressant de voir que quand on veut aller vers un changement de structure, il est nécessaire de s'interroger sur cette transformation de la culture et comment elle va nous aider à passer un cap, à aller vers une autre organisation. En analyse transactionnelle, on définit 3 soifs qui correspondent à 3 besoins fondamentaux des individus. La soif de stimulation, la soif de reconnaissance et la soif de structure. Et travailler ces soifs dans les moments de changement, ça va permettre de faire émerger les besoins de transformation de la culture pour aller vers le changement. Alors comment ça marche ? Stimuler la soif, nourrir la soif de stimulation, pas le contraire. Ça va permettre, au moment où on annonce le changement, qui est un moment un peu de stress dans l'organisation, ça va permettre de calmer les peurs. Et pour ça, il faut 4 éléments importants. Premier élément, il faut un récit fondateur de qualité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour pouvoir s'engager dans une aventure, il faut qu'on ait une histoire à partager. Alors, ce n'est pas raconter des histoires autour du changement, mais c'est un récit fondateur qui va permettre à chacun de s'envisager dans le changement et de pouvoir s'engager. Donc, un récit qui tient la route, pas que des statistiques. Deuxième chose, un leader authentique. Et j'ai envie de dire des leaders authentiques. Ça veut dire que toutes les personnes qui, à un moment donné, ont un rôle dans la ligne hiérarchique et qui vont piloter des équipes, doivent partager ce même discours et le partager, j'ai envie de dire, plutôt avec le cœur ou les tripes qu'avec la tête.
parce que c'est ce qui va permettre d'incarner ce changement, ce dont on parlait tout à l'heure à propos d'Elisa. Troisième élément essentiel, un temps d'incubation. Dans le processus de créativité, on a beaucoup d'informations, puis après, il faut un temps pour laisser reposer toutes ces informations pour pouvoir créer des idées nouvelles. Ce temps d'incubation, il est nécessaire aux individus dans les phases de changement. Et c'est vrai d'ailleurs aussi dans nos vies, ce n'est pas vrai qu'au travail. Mais ce temps d'incubation, c'est le moment où je vais me dire « Ah ouais, c'est ça qui va se passer. Ok, il faut que je fasse avec ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour moi ?» Et une fois que chaque individu a pu faire ce travail pour lui, alors il est possible de travailler tous ensemble. Et c'est le quatrième élément essentiel de stimulation, c'est on se regroupe, on réfléchit et on pense ensemble comment on va résoudre tous les problèmes qui sont liés à ce changement dans l'organisation. Donc 4 éléments qui vont permettre aux individus de commencer à comprendre, être en interaction avec le changement. Nourrir la soif de stimulation et nourrir la soif de reconnaissance. La soif de reconnaissance, c'est ce qui va nous permettre de nous engager, d'avoir confiance, d'y aller, quoi. En clinique du travail, on dit que la personne qui peut résoudre les problèmes, c'est la personne qui est le plus près du problème. Donc, ça veut dire quoi quand on est dans une phase de changement ? Eh bien que les leaders, les managers, ils vont donner le cadre de ce changement, mais ce sont les équipes qui vont dire comment faire, quel travail différent faire et comment faire ensemble pour aller vers ce changement. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne remet pas en question ce que racontent les équipes, on discute, mais on va construire une espèce de vision augmentée de ce changement, de tous les regards des personnes qui sont concernées. Et à partir de cette vision augmentée, on va pouvoir sécuriser la prise de décision. Et puis, on a des chances que ce changement se mette réellement en œuvre et d'éviter que persistent dans l'organisation des comportements qui ne sont plus adaptés. Quand on nourrit la soif de reconnaissance, quand on fait appel à la compétence des individus, leur capacité à dire comment le travail peut être fait, et quand on demande au collectif de résoudre des problèmes, on envoie un énorme signe de reconnaissance, de confiance dans les personnes et dans le collectif pour faire et pour transformer. Et quand on envoie, j'allais dire ce shoot de confiance, finalement, ce qu'on envoie, c'est un shoot d'énergie. Et l'énergie, elle va être essentielle pour aller au bout du chemin de changement. Et donc, si on veut préserver cette énergie, on va travailler la troisième soif, qui est la soif de structure, et on va la travailler à 2 niveaux. On va travailler la structure du temps et la structure de l'activité. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, simplement, quand on est dans une phase de changement en organisation, il faut qu'on continue à faire le travail tel qu'on le fait d'habitude, et puis après, il faut mettre en place des procédures, de nouvelles façons de faire. Il faut réfléchir à comment on va faire pour pouvoir, à un moment donné, basculer sur une autre organisation. Ça veut dire que pour les individus, pour un certain nombre d'entre eux, il va falloir qu'ils vivent comme ça une petite période, enfin petite, plus ou moins longue, période dans laquelle ils vont devoir et faire le boulot comme d'habitude et faire le travail de transformation. Si vous prenez l'exemple d'un plasturgiste, je fais des pièces plastiques, je continue à faire mes pièces plastiques, mais demain, je veux faire des pièces biosourcées pour répondre aux enjeux environnementaux, eh bien, il va falloir que je réfléchisse à quelle machine, comment je forme mes collaborateurs, c'est quoi les nouvelles procédures, etc. Et donc, je vais avoir ces 2 temps qui vont se chevaucher un petit moment. Et c'est essentiel pour les collaborateurs de pouvoir réfléchir à qu'est-ce que je suis en train de faire, à quoi je participe, à quel moment je suis de la transformation. Pourquoi ? Pour éviter de se disperser et puis pour éviter de se fatiguer. On en est où ? Est-ce qu'on avance ? Comment ça avance ? Et ce qui va être essentiel à ce moment-là, c'est justement d'écouter le pouls de l'organisation, le pouls des équipes. Ils en sont où ? Ils sont fatigués, pas fatigués, on ralentit, on accélère, on a du temps, on n'en a plus. Et c'est ce travail un peu en finesse de structuration du temps et de l'activité qui va permettre de conduire le changement jusqu'au bout.
Parce que ça, c'est un peu la maladie dans les organisations, c'est qu'on décrète le changement, mais on ne va pas jusqu'au bout. Donc si on veut aller jusqu'au bout, il faut préserver l'énergie des équipes, il faut préserver l'énergie des leaders, il faut préserver l'énergie des personnes à l'intérieur de l'organisation, parce que c'est elles qui font à la fin. Donc quand on va nourrir ces 3 soifs, alternativement, eh bien, on va permettre de faire émerger les besoins de changement de culture. Qu'est-ce qu'on doit changer entre nous? Qu'est-ce qu'on doit faire différemment? Et qui vont permettre que s'installe le changement de structure, la nouvelle stratégie, le nouvel organigramme, etc. Donc vous voyez que pour conduire un changement dans une organisation et l'amener par une transformation de la culture, eh bien, il faut à la fois du temps, il faut du dialogue, il faut de la confiance, et puis il faut un petit peu de lâcher prise de la part des leaders pour que le travail puisse se faire avec les équipes. Mais quand on fait ce travail en coopération avec l'ensemble des collaborateurs et qu'on travaille cette vision augmentée de notre organisation, eh bien, on est capable de créer des organisations qui ne se développent plus par crise, mais qui se développent de manière plus fluide dans le temps, au gré de l'évolution de l'environnement, de l'évolution aussi du travail, du métier, des techniques. Et quand les leaders travaillent cette vision augmentée avec les équipes, eh bien finalement, ils apprennent aussi à créer des modes de gouvernance, d'organisation interne, où on va laisser plus de place à la réflexion sur le travail, pour que ce soit plus inclusif et pour qu'on entende finalement tous les signaux faibles que chacun voit dans l'organisation à sa place, au regard du marché, au regard de ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça veut dire que quand on travaille ce type de démarche, finalement, on parle beaucoup du travail comme il se fait. Et parler du travail comme il se fait à tous les niveaux de l'organisation, c'est ce qui va permettre d'entrer dans ce mouvement, non plus de survie, mais de ce mouvement de vie de l'organisation. Et puis parler du travail comme il se fait, c'est ce qui va permettre aussi d'engager. On dit beaucoup embarquer en ce moment les équipes dans le changement. Donc finalement, mon métier depuis 15 ans, ce n'est pas vraiment d'accompagner le changement dans les organisations, mais c'est plutôt de développer cet art de la transition pour conduire les organisations à devenir plus fluides, moins éprouvantes, moins fatigantes pour les personnes qui y travaillent, et d'engager ce mouvement de vie perpétuel plutôt que d'être dans ces mouvements de survie qui nous épuisent. Parce que je crois fondamentalement que les organisations qui se développent de manière saine, de manière durable, sont des organisations qui partagent une vertu collective qui s'appelle le courage. Le courage de renoncer à ce qui entrave la créativité des individus, c'est-à-dire l'immobilisme, attendre jusqu'au bout que ça craque, pour aller vers ce qu'on pourrait appeler le développement du potentiel des individus et du collectif, à trouver des solutions de manière permanente, en sachant que ces solutions sont impermanentes. Et c'est ça le mouvement de la vie dans les organisations. Et finalement, accepter de faire le voyage sans avoir tout à fait quelle est la destination, ni savoir exactement quand est-ce que ce voyage va finir, est-ce que ce n'est pas simplement la question fondamentale de la vie humaine ?